Tout d'abord, je voulais vraiment vous remercier d'être présent ce matin à ce premier volet de ce programme induit par ce collectif de chercheurs qui a été donc mis en place ici à l'INHA l'an dernier sur les enjeux de l'art et de la globalisation, et ce projet autour des revues avec cet enjeu qui consiste à travailler à la fois sur un recensement, la question des revues en dehors des zones occidentales, et aussi travailler sur leur historiographie. Alors, je vais m'installer et puis tout d'abord, je vais remercier tous ceux qui se sont déplacés pour cette intervention. Nadia Ali, Kenza Sefraoui, Ali Akaï, qui sont présents ce matin. Leur dire en plus, pour certains en tous les cas, combien je suis touchée de leur présence, parce que l'un et l'autre, en tous les cas pour Kenza et Ali, ils arrivent d'endroits qui vivent des moments politiques assez intenses en ce moment. Je m'inquiète toujours pour Ali quand il est en Turquie. Et je sais qu'au Maroc, il y a autour d'un certain nombre d'acteurs beaucoup de mouvements politiques en ce moment. Alors, moi, je voulais vous dire deux choses. Une qui est de l'ordre du biographique. J'ai comme l'impression d'assister à un passage de relais ici à l'INHA. Je suis ravie de ce moment où un certain nombre de chercheurs vont aujourd'hui participer en fait la dynamique de cette journée, parce que quand nous avons créé ce programme il y a maintenant presque 12 ans à l'INHA, c'était un peu dans un espace assez vacant et vide, assez esselé. La mondialisation ne signifiait pas grand-chose, et puis il est vrai que l'Institut a été créé par un décret un peu spécifique qui dit Institut national d'histoire de l'art, et qui était dévolu en fait fondamentalement dans ses ressources en tous les cas à la question de la création artistique en Occident. Évidemment, on s'est vite rendu compte que c'était une aporie incroyable de penser cela. On pouvait comme ça imaginer que à l'ère des post-colonies, que des figures comme les nôtres, en fait, qui sont aussi des figures de la mobilité, soit par l'origine, soit par le moment historique, allaient comme ça se retrouver à ne pas pouvoir trouver les objets, les ressources qui ont été recouvertes, en fait, de ceux qui pouvaient nous intéresser. Alors, étonnamment, je voulais juste dire que il me semble que la grosse difficulté à laquelle on est confronté aujourd'hui, c'est qu'à travailler sur ces objets, et il s'avère qu'on va parler de revues et donc de vie intellectuelle, de collectifs, d'individus qui ont conscience au moment où ils agissent à faire vivre une revue, à la fois de l'amitié qui s'exerce entre les individus qui la font vivre, des inimitiés, des conflits idéologiques, mais dans le même temps d'une réalité sociologique importante. C'est la nécessité que nous avons tous à un moment de participer d'un projet politique, et la revue, à sa manière, c'est cela. Et il m'est d'autant plus difficile de le dire là, alors qu'on voit poindre partout dans le monde, aujourd'hui, des nationalismes, des situations politiques qui mettent réellement en danger, en péril, les figures de mobilité que nous serions. Et je constate en fait que finalement, ce qu'on appelle la culture en réseau, aujourd'hui, est plutôt celle qui est beaucoup prise en charge par, vulgairement en France, qu'on appelle la fachosphère, ou ailleurs aux États-Unis, en tous les cas, des modèles politiques assez régressifs. Il s'avère que ce qu'on nommait réseau et qui avait à voir avec la revue, aujourd'hui, avec le network et l'Internet, il y a quelque chose qui a été pris en charge comme outil de combat, qu'on n'a pas su nous saisir de cette manière en tous les cas. Peut-être qu'il était juste nécessaire pour moi de rappeler, avant d'ouvrir cette journée, qu'on a une responsabilité quand on fait qu'à la fois on veut mettre en place et aider à faire connaître une ressource qui a été recouverte. Et il est vrai qu'un certain nombre de productions littéraires critiques ont été vraiment
presque, si on veut, mis aux oubliettes de l'histoire, et qu'en remontant le temps par cette journée, la deuxième qui viendra, la troisième et la quatrième, qui en fait ont l'intention de travailler sur des moments chronologiques, après la Seconde Guerre mondiale, l'entre-deux-guerres, 1870 et la Première Guerre, et puis en amont, tout ce qui a concouru à l'exercice de la colonisation africaine et asiatique, pour parler au moins de ces deux territoires-là, sachant que l'Amérique latine sera traitée un peu d'une manière différente. Il était important juste de dire que on ne peut pas concevoir ce genre de rencontre aujourd'hui en dehors, en même temps, d'une conscience de ce que c'est que l'exercice du collectif. Voilà. Donc quand je dis passage de relais, c'était cela. Une des choses importantes, c'est qu'à la fin de l'année 2017, il y aura donc un colloque qui sera dédié à ces enjeux aujourd'hui de ce qu'on nomme la production intellectuelle et critique prise collectivement. Et puis une exposition va participer aussi de ce moment. Et à l'occasion de cette exposition, des collectifs de revues ont été sollicités à vivre pleinement, en fait, de manière publique, ce que habituellement ils vivent de manière close et fermée, c'est-à-dire on leur a demandé de mener ici à l'INHA leur réunion d'édition, mais comme ce qu'on pourrait appeler des exercices publics du politique, et ils seront ouverts, en fait, ces réunions seront ouvertes au public. Voilà. Donc je vais passer la parole ce matin à Marie-Laure Alain-Bonilla, qui va modérer cette première session à laquelle vont prendre parole Lotte Arndt et Mika Giereshku. Mais je voulais juste dire un mot aussi sur le bonheur, le plaisir que j'ai à nommer les personnes qui participent de ce collectif. Marie-Laure Alain-Bonilla, Lotte Arndt, Estelle Bory, Florence Duchemin-Pelletier, Mika Giereshku, Émilie Goudal, Morane Montazami, Devika Singh et Annabella Tournon. Je voulais les remercier profondément de la fidélité que ces personnes ont eue à leurs objets, et combien la fidélité qu'elles ont eue à leurs objets dans une situation difficile en France malgré tout, ne serait-ce que du point de vue professionnel. Il est difficile aujourd'hui de vivre et travailler sur des territoires extra-occidentaux et de trouver des alliances fortes dans l'université. Et je voulais les remercier pour la fidélité qu'elles ont eue à leurs objets, et qu'ils ont eu à leurs objets, et dire aussi à quel point cette fidélité-là est ce qui a d'une certaine manière aussi pour nous permis la continuité de ce programme qu'on appelle par défaut Art et Mondialisation. Voilà, c'était aussi pour dire qu'il est évident que si on veut continuer à fabriquer cette ressource, à la rendre visible pour aussi des chercheurs qui sont à l'étranger, puisque la base de données que nous mettons en place sur les revues, elle a vocation à être en accès libre. Elle l'est, hein, elle le sera, mais comme tout ce qu'on a produit à l'INHA, mais elle a aussi vocation, en plus de pouvoir créer des solidarités avec les bibliothèques avec lesquelles on travaille, que ce soit la bibliothèque du Quai Branly ou celle du Centre Georges Pompidou ou de la Cité de l'Architecture, c'est-à-dire aussi travailler à la mise en valeur d'un certain nombre de pratiques, soit en Indochine, soit en Inde ou ailleurs, qui nous révèle en fait aussi quelque chose qui est méconnu quand on travaille sur les revues. Par exemple, il a existé en France un projet qui a été mené par l'INHA aussi, et il a existé des recensements, des travaux très importants sur la question des revues en Europe. Mais il est clair que dès qu'on rentre dans des sphères géographiques qui excèdent ces territoires européens, on se rend bien compte, par exemple, que se pose d'emblée la question de la langue. Que ça soit en Inde ou dans d'autres territoires, dans quelle langue? Alors je sais que, j'imagine, Kenza, c'est une chose que tu vas aborder tout à l'heure, mais déjà cela, c'est un des éléments qu'on prend très peu en compte quand on tente de faire ne serait-ce qu'un recensement des revues. Derrière la question de la langue aussi se profilent les idéaux politiques à venir sur lesquels on tente de construire ce qu'on appellerait la rupture avec le modèle colonial. Et un autre élément aussi qui rentre en ligne de compte, au-delà des idéaux politiques, c'est aussi quelle culture on va pouvoir essayer de transmettre à partir de l'héritage colonial et de ce qu'on va constituer ensuite après cet héritage colonial. Voilà. Alors, je vais vous laisser la parole à vous trois. Je vous remercie. C'est un grand honneur pour moi de vous avoir à mes côtés. Voilà, merci beaucoup.
Et je tenais aussi à dire que cette journée est enregistrée et bien évidemment, le principe étant que ces matinées sont ponctuées de débats en fin de chacune des sessions. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Zaya, et c'est surtout un honneur pour nous de t'avoir là avec nous ce matin, puisque tu es quand même venue de l'autre côté de l'Atlantique pour être présente aujourd'hui. Donc la façon dont on va s'organiser cette matinée, d'abord on va avoir la présentation de Lotte et Mika et une petite discussion qui va suivre ensuite leur présentation, puis la pause, puis ensuite les autres interventions donc de Kenza Sefrioui, Ali Akai et Morad Montazami. Donc Lotte est enseignante en théorie à l'École supérieure d'art et de design de Valence depuis 2014, mais... Pas de problème, t'inquiète pas. Je vous règle les choses. Aucun problème. Hein. C'est ça, c'était pour que ça continue d'enregistrer. Ok, pas de problème. Attends. C'est pas grave. Okay. Me coupe l'herbe sous le pied. Donc, où j'en étais. Donc, Lotte continue à publier, programmer et intervenir en indépendante. En 2013, elle soutient sa thèse sur les négociations postcoloniales dans les revues parisiennes relatives à l'Afrique, à la Humboldt Université de Berlin et Paris 8. Et donc, cette thèse est devenue un ouvrage aujourd'hui, intitulé « Les revues font la culture » et le sous-titre étant le titre aussi de la thèse. Elle collabore avec le groupe d'artistes et de chercheuses Rusé l'Image, publie régulièrement sur des sujets ayant trait au présent postcolonial et aux stratégies artistiques en quête de subvertir des récits et des institutions eurocentrées. En 2014, elle coordonne à l'école de recherche graphique l'ERG à Bruxelles le programme de recherche Carawan qui accompagnait en fait la conception du pavillon vénitien de Vincent Mécène. Et elle a contribué par des programmations culturelles, des projections et des débats dans des cadres comme la Biennale de Berlin, l'espace Chiasma, Béton Salon, les laboratoires d'Aubervilliers. Alors, aujourd'hui, elle va nous parler donc du sujet plutôt de sa thèse, donc parler des revues à Paris, et donc tout au long, son résumé est que tout au long du XXe siècle, Paris, qui est donc une capitale d'empire puis métropole d'un pays qui peine à reconnaître les transformations sociales et culturelle engendrée par la colonisation, a vu éclore des périodiques contestant l'ordre colonial, puis le néocolonialisme et l'eurocentrisme. En prônant donc une conception large de la culture, ces publications ont aspiré à redéfinir radicalement les termes d'une appartenance sociale devenue multiple, ainsi que les représentations du continent africain largement marquées par des concepts coloniaux. En prenant appui sur le travail de la revue Présence africaine, la présentation mettra en exergue le caractère social et polyphonique des revues culturelles qui en font des médias de prédilection pour développer une pensée en mouvement au sein d'un mouvement de pensée et d'action. Donc Lotte, on a hâte de t'entendre développer ce sujet et tu as une vingtaine de minutes pour ce faire. Merci Marie-Laure. Est-ce que tu peux mettre la première image? Super. Alors bonjour. Est-ce que ça marche là, comme ça? Comme ça? Mieux? Je ne sais pas du tout à quel point il faut s'approcher de ça. Je suis ravie de vous voir et d'avoir l'honneur de parler dans la présence d'autant de personnes qui mènent depuis des années un super travail sur plein de revues qui, contrairement aux revues auxquelles je me suis principalement intéressée, sont pour la plupart pas publiées en France, mais dans d'autres territoires. Et je pense que c'est justement cet échange-là qui est hyper riche et hyper intéressant dans la journée qu'on est en train d'entamer. Ce qui me paraît important d'emblée, c'est de souligner que ce sont des revues qui, pour la plupart, ont poursuivi un programme qui est loin d'être simplement ou purement esthétique, mais qui ont cherché en leur temps, l'après-guerre, et dans les espaces qu'elles ont souvent participé à créer par leur propre activité, à contribuer à des projets de transformation sociale et culturelle à petite ou à grande échelle. Nous-mêmes sommes en train de vivre un temps, comme Zaya l'a déjà souligné tout à l'heure, où les divisions, ségrégations, désespoir et clôture sociale risquent de nous contraindre de plus en plus à nous positionner
face à l'anéantissement progressif des espaces non déterminés par des logiques concurrentielles, racistes et sécuritaires, ce qui concerne au même titre les productions culturelles qui vont devoir s'interroger sur leur positionnement. Et par ça, je veux dire aussi notre propre activité. Les revues dont on parlera aujourd'hui ont dans leur grande majorité été fondées à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour une petite partie en Europe, ce qui concerne les revues que j'ai étudiées plus spécifiquement, et en plus grande partie dans d'autres territoires, pourtant aussi marqués par les conjonctures politiques et leurs formes locales spécifiques. De fait, cette guerre des années 30 et 40 a véritablement été mondiale par l'implication des territoires colonisés par les forces impériales européennes et la mobilisation de leurs habitantes. La sortie des effets dévastateurs de cette guerre ouvre des brèches pour imaginer d'autres futurs, notamment la désintégration progressive des empires coloniaux et l'avènement d'une imagination de nouvelles sociétés, désormais inextricablement imbriquées à l'échelle mondiale. Toujours est-il que rapidement, les configurations de ce nouvel ordre multipolaire s'avèrent structurées par le système des États-nations, mondialisé par les indépendances postcoloniales, qui imposent le cadre national comme celui de l'imaginaire social et culturel de fait, ou factuel, de la seconde moitié du XXe siècle. Ce qui est, aujourd'hui, ça nous paraît tellement aller de soi que ça me semble toujours important de souligner que cette solution de l'État-nation comme réponse à la décolonisation ne l'était pas du tout à un moment donné. Avec lui, un nombre important de contextes plus ou moins répressifs ou favorables dans lesquels les projets culturels contestataires et transnationaux sont amenés à se positionner à vue le jour. Je pense que souligner ce contexte est extrêmement important pour comprendre les prises de position d'un certain nombre de revues à ce moment-là, et notamment le rôle accordé au travail culturel comme celui capable de réinventer des sociétés. En ce qui me concerne, je me suis notamment intéressée aux revues africaines publiées en France, donc engagées dans des rapports diasporiques et dans une mise en question et transformation du contexte culturel hégémonique, ce qui, à la sortie de la guerre, veut dire colonial. En ce contexte, et pour les intellectuels africains présents en France à ce moment-là, il s'agit de sortir d'une situation où culture équivaut à un travail d'assimilation à l'hégémonie française pour y opposer des contre-narrations et faire valoir des contre-modernités. J'ai choisi le titre « Les revues font la culture » pour donner une réponse affirmative à la question que pose le jeune intellectuel Rajat Neogy dans un essai intitulé « Do Magazines Culture », publié en 1966 dans la revue culturelle ougandaise Transition. Neogy avait fondé cette revue en 1961 à Kampala, en Ouganda, en vue de s'interroger sur le devenir culturel postcolonial en Afrique et notamment pour examiner ce que la notion de la culture en Afrique de l'Est impliquerait. L'amorce de ce travail s'initie dans ce que, à l'époque, étaient encore les anciennes métropoles coloniales, villes où les futures élites des pays colonisés se rendaient pour y mener leurs études et souvent s'y rencontrer, comme des terrains de rencontre et de partage. C'est donc ironiquement au cœur des empires coloniaux que pouvaient se formuler des projets d'émancipation qui portaient progressivement la revendication indépendantiste. Un processus que je vais très rapidement esquisser à l'exemple de Présence africaine, revue et maison d'édition fondée en 1947/49 par le Sénégalais Alioune Diop à Paris. Les deux structures, comme vous le savez sans doute, existent encore et se sont engagées tout au long du XXe siècle, mais surtout pendant les 20 premières années, dans un travail d'invention culturelle ample qui visait à redéfinir les fondements intellectuels pour une Afrique qui préparait les indépendances, puis forgeait ses contours. Dans les mots de l'actuel rédacteur en chef Romuald Fonkoua et le philosophe Marc-Vincent Aulette, Présence africaine, je cite, n'avait pas été le dépositaire d'un savoir sur l'Afrique, mais le terrain de construction de ce savoir, et en cela, elle se tenait au temps des recommencements après l'obscure et désastreuse négation coloniale. Recommencer à parler de l'Afrique consistait à clamer haut et fort, par conséquent, qu'elle avait une parole et que cette parole, longtemps niée, bafouée, refoulée, ne pouvait se satisfaire d'être commentée, manipulée, réécrite par ceux-là même qui l'avaient dévoyée ou interdite, mais qu'elle devait être réinscrite dans un champ d'études et de contributions qui pourrait ainsi conforter l'idée d'une existence et d'une histoire de culture africaine. Comme par la suite, je vais
élargir un peu le propos, je vous renvoie aussi, ou indique aussi, la présence dans la salle de Sarah Friou-Salgas, qui en 2009 a fait une grande exposition sur présence africaine, qui a voyagé par la suite au Sénégal, et dont les matériaux, archives continuent à être super riches. Bon, Sarah est là, si vous voulez discuter avec elle. Moi, dans ma thèse, je me suis intéressée particulièrement à ce processus qui cherche à transformer un savoir sur les Africains, donc un discours d'altérité bâti sur la base des cultures matérielles collectionnées et présentées dans les musées ethnographiques d'Europe, en symbole d'expression du soi ou outil d'invention d'un soi en devenir. Processus qui est évidemment contraire à toute forme de pureté, puisqu'il est pris dans des perpétuels processus de traduction qui recontextualisent et ouvrent sur des lectures polysémiques, conflictuelles et changeantes, ce que j'appellerais une pensée diasporique. Juste pour vous donner une toute petite impression de ça, et là tu peux sauter déjà le premier truc et aller sur le second. Je voulais vous parler du symbole de présence et peut-être directement sur le... Alors, j'ai 3 images et on les met tout ensemble. Le symbole de présence africaine, alors là c'est la couverture du premier numéro que vous connaissez tous, et tu peux retourner à celle d'avant, super, parce que ça me paraissait important de parler un tout petit peu de ce travail de transformation et de relecture de certains symboles et objets. Alors vous connaissez toutes et tous le symbole de présence africaine qui se base donc, ou qui revient au rôle que les objets, les artefacts des Dogons acquièrent suite notamment au travail de Marcel Griaule et aux objets collectionnés lors de la mission Dakar-Djibouti entre 1931 et 1933. Alors, donc, dernière grande mission étatique de collecte de l'État français, qui transforme ces objets Dogon dans une sorte d'objet ethnographique par excellence, engendrant tout un tas d'écrits par la suite. C'est par l'entremise, alors c'est sur la base d'un dessin rupestre fait par Griaule et par l'entremise de Michel Léris, participant à cette mission Dakar-Djibouti, qui lui à l'époque faisait partie du comité de patronage de présence africaine. Alors là encore, on pourrait parler pendant des heures sur ce rôle du comité de patronage par des ethnologues, au principe des intellectuels parisiens de l'époque, et qu'est-ce que ça a créé comme espace de négociation dès le départ. Et du coup, ce qui fait que d'un côté, ces objets, artefacts, sculptures deviennent des informateurs d'un discours plus ou moins figé sur l'altérité, et d'un autre côté se transforment dans un symbole de la prise de parole africaine au cœur même de l'empire colonial français. Et c'est ce rapport-là qui me semblait important à souligner d'emblée, pour justement mettre le doigt sur toutes ces contradictions de ce processus de la résignification qui est le travail culturel de la décolonisation que je cherche à décrire. Avec le chercheur Salah Hassan, j'aimerais dire que ces signifiants culturels ne demeurent pas stables au cours de leur réinterprétation successive, mais deviennent, alors du coup la référence au dessin de Griaule s'en détache pour devenir, et je cite à nouveau, et cette fois-ci Salah Hassan, une image de la résistance de l'identité culturelle et politique africaine. Le fait que là, on ne parle pas d'appropriation que dans un sens, alors par exemple, tout le renouvellement de l'histoire de l'art européenne dans le cadre des primitivismes, mais aussi dans l'autre sens, a été décrit par une chercheuse américaine, Elizabeth Harney, comme un two-way traffic, une circulation à double sens qui transforme donc les deux aspects de la relation coloniale. C'est sur cette base que j'envisage le travail culturel des revues comme des chantiers du devenir qui agissent en des espaces contraints,
en me référant à Michel de Certeau, une conception qui permet d'envisager ce travail comme une labeur inlassable de dépassement qui est elle-même conditionnée par les rapports de force et hégémonie culturelle de son temps et de sa localisation. Je vais essayer maintenant, alors comme il se trouve que je suis la première à parler et que je vais essayer de moins me pencher sur présence africaine, mais plutôt d'ouvrir un peu la question de pourquoi c'est peut-être pas fortuit qu'on se retrouve dans ce travail de réinterprétation dans le médium spécifique des revues. La forme de la revue permet de comprendre le travail de la décolonisation comme un processus long et contradictoire. Elles ne s'inscrivent ni dans la logique de l'objet unique du livre, ni dans la ponctualité rapide d'un quotidien. Les revues produisent une temporalité qui leur est propre. Parution régulière, elles s'inscrivent dans le temps lent, tissent un fil, bâtissent un réseau, forment autour d'elles une communauté plus ou moins fidèle qui partage le mouvement d'une pensée conjuguée au pluriel. La question de l'économie des publications, souvent précaire et solidaire, est centrale et explique fréquemment les retards, les disparitions, les rattachements à des nouveaux partenaires. Pour une bonne partie, et ça on le voit souvent, le premier numéro occupe une place particulière, souvent proche d'un manifeste. Numéro qui réunit la plupart du temps des auteurs clés, qui déclarent la nécessité d'un organe qui fait résonner une voix qui n'avait pas de forum au préalable. Donc, un numéro qui invente la place qu'elle annonce occuper dans le futur. Il a caractère de déclaration prospective. Les revues sont portées par des personnes, reposent sur des réseaux d'amis, doivent se financer, lutter pour leur visibilité et assurer leur pérennité. Alors, je vois plusieurs personnes dans cette salle qui eux-mêmes travaillent avec des revues et qui peuvent en dire loin. Les revues sont des projets matériels, ce qui ancre leur travail éditorial dans un lieu et des contraintes concrètes. Elles font face à des lacunes financières, des fluctuations de rédacteurs et rédactrices, des poursuites politiques, des interdictions, à l'incarcération, à l'instabilité des abonnements, ainsi qu'aux défis que leur pose l'évolution du champ médiatique. Alors, est-ce qu'on reste sur des formes principalement papier ou est-ce que ça change de forme aussi ? Les stratégies qu'elles déploient n'évoluent donc pas de manière autonome, mais dépendent également des conditions institutionnelles et sociales, ainsi que des trajectoires individuelles de leurs rédacteurs et rédactrices. Pour revenir à la forme, c'est le caractère fragmentaire des revues qui me paraît essentiel. Polyphone par essence, elle se soustrait à une pensée unificatrice et se présente dans des configurations dynamiques. Il est souvent impossible de synthétiser la pensée des revues à une seule tendance. Les positions singulières, parfois disparates, se composent toujours dans des constellations, ce qui les rend perméables à leur contexte, mais aussi à des temporalités éloignées. Un article est rarement clos sur lui-même, une image en appelle une autre. Il me semble que cette forme correspond bien à la critique postcoloniale, dont une partie importante consiste justement en la remise en cause d'un point de vue unique, prétendument omniscient. Or, la revue, en tant que médium, ne permet pas une pensée monumentale, totale. En tant que périodique, elle sont foncièrement incomplète et imperfectible. Toujours est-il que cette pensée en cours se donne régulièrement une forme, un numéro, un objet, matérialisé, fini en soi. Pour s'approcher de cette forme, je propose de les aborder comme des forums et des prismes. Prismes, dans la mesure où elles laissent chacune apparaître leur époque, de proche et de loin, comme à travers un verre réfractant la lumière, donc traversées par ce qui les entoure. Et forum, car elles discutent en polyphonie des voix qu'elles veulent implanter afin de se positionner en ce temps et de le transformer. Si une approche synchronique fait apparaître un numéro de manière verticale dans sa composition, en tant qu'objet uni à un moment précis, l'analyse diachronique met quant à elle en évidence la manière dont les revues sont traversées par les changements qui les entourent et dans lesquels elles interviennent. Je reviens à cet endroit à présence africaine très rapidement. Je savais que j'ai environ 3 minutes, je crois. Non ? Génial, tellement coupé qu'il me reste du temps. Justement pour cette idée, je ne vais pas déployer très, très longtemps ce que je viens de dire sur la base de cet exemple.
j'ai essayé, alors dans ce travail de thèse, à plusieurs endroits, de retracer ou de fonctionner des deux manières. Alors d'un côté, de montrer comment cette revue, à certains moments de son histoire, va vivre des revirements parfois fondamentaux qui s'expliquent moins par elle-même que par le fait d'être un endroit où peuvent se cristalliser les changements socio-économiques à l'échelle mondiale qu'elle est en train de vivre. Et d'un autre côté, à m'intéresser à plein d'endroits à la mise en place d'une émergence polyphonique et en désaccord de voies différentes que va prendre la décolonisation par la suite dans les prises de position des auteurs dans cette revue, qui en plus a un rôle très spécifique parce que ce n'est pas qu'une simple revue, c'est une revue qui regroupe les élites africaines qui, dans une grande partie, vont porter les indépendances par la suite. Du coup, là, très rapidement, je voulais dessiner une situation qui se présente lors du numéro spécial à l'occasion du premier congrès des écrivains et artistes noirs à Paris en 1956, congrès qui a eu lieu à la Sorbonne, comme vous le savez. Moment où dans les contributions des auteurs se dessinent des voies de la décolonisation qui sont parfois fondamentalement opposées. Alors le congrès, dans l'histoire de la revue, qui se tient 9 ans après sa fondation et marque le passage d'une orientation humaniste, de la phase de la période principalement humaniste, à l'hégémonie tiers-mondiste et panafricaine de la seconde moitié des années 50, dans Présence africaine. Désormais s'élèvent des voix clairement anticoloniales, mais toutefois, au moment de 1956, persiste encore la primauté de la culture, évitant de mettre ouvertement au centre la revendication indépendantiste, ce qui est pourtant déjà loin à faire consensus parmi les participants. Pour vous donner une idée des voix en tension qui prennent la parole à ce moment-là, on peut citer Léopold Sédar Senghor, poète et futur président du Sénégal, avec une défense de la tradition et une idée de retour aux sources. Jacques-Steven Alexis, avec un contextualisme radical en partant de la situation de Haïti. Richard White, avec un discours très troublant, quasi anti-africain, qui défend sa propre position en tant qu'un man of the West. En gros, alors, il y a des positions vraiment troublantes dans ce qu'il écrit à ce moment-là, en expliquant que la colonisation était plutôt bien pour débarrasser l'Afrique des superstitions religieuses. Alors c'est vraiment une position d'un communiste avec cette idée d'un progrès dans lequel il faudrait suivre, et où la mise en cause de ce modernisme linéaire passe principalement d'un côté par une conscience raciale, et d'un autre côté, c'est le seul intervenant de cette journée qui se rend compte de l'absence totale des voix féminines. Alors du fait que les seuls speakers dans cette journée sont des mecs. Et alors du coup, l'idée de cette élite africaine qui va former le futur du continent, dans l'idée universaliste de pouvoir parler pour tout le monde, est une prise de parole qui est foncièrement genrée dès le départ. Frantz Fanon, avec l'insistance sur la lutte et la liberté comme condition de base pour toute forme de projet de société non biaisé d'emblée, et Aimé Césaire, avec une position anticoloniale ancrée dans l'invention et la recomposition. Alors je crois, j'en dis pas plus, il y a des chapitres entiers que je pourrais vous passer si ça vous intéresse par la suite, mais ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est de se rendre compte qu'on est dans un moment avec des positions qui pourraient être mutuellement exclusives et qui choisissent quand même d'entamer un chemin
un chemin partagé que j'appelle avec Salah Hassan et Brent Hayes Edwards comme un processus de traduction en adversité de la décolonisation pour opposer que les approches des auteurs paraissent dans la volonté de se constituer en sujet collectif, elles traduisent leur contexte de référence et rendent les frontières perméables entre elles. Donc, à un moment où les chemins à emprunter étaient encore débattus en termes de potentialité, Présence africaine se présente comme un forum où se définissent des voies possibles de la décolonisation. La capitale de l'Empire français est pour cela un détour, dans le sens glissantien, de devoir passer par un ailleurs pour pouvoir démanteler les mécanismes de domination, pour devenir autre dans le processus de devenir étranger à soi-même et pour pouvoir concevoir l'inédit depuis ses déplacements. Plus qu'un simple lieu de passage, le Creuset parisien offre les conditions nécessaires pour faire surgir les stratégies de décolonisation qui seront adaptées par la suite. De là, c'est le moment de quitter Paris et d'envisager le monde depuis d'autres localisations, et heureusement qu'on aura largement l'occasion de faire ça tout au long de la journée. Je vous remercie. Merci pour le temps aussi, c'était parfait. Comme ça, on a le temps d'entendre Mika et d'avoir aussi du temps pour la discussion après, parce que je suis sûre que vous aurez aussi plein de questions à poser. Donc Mika Gergescu, d'ailleurs je ne sais pas si je prononce bien. Ok, merci. Est historienne de l'art et a réalisé sa thèse de doctorat au CRA, le HESS, avec un travail sur les langages inventés par les artistes dans l'espace français après 1945. Ses recherches portent sur les formes d'invention langagière, la poésie concrète et visuelle, les formes d'écriture et d'autres pratiques discursives dans le champ artistique. En parallèle, elle mène une ample recherche sur les corpus de périodiques artistiques modernes et contemporains comme vecteurs d'internationalisation du savoir et sur leur politique éditoriale à l'heure des différentes modernités artistiques. Commissaire associée au nouveau festival en 2013 de la section Langage imaginaire, elle a été également chargée des recherches pour la rétrospective Martial Race au Centre Pompidou en 2014 et vient de préparer une exposition dossier autour de la figure d'Aimé Césaire. Ancienne boursière en histoire de l'art au Centre Pompidou, elle travaille actuellement en tant que chargée du développement des services à la recherche dans le cadre de la bibliothèque Kandinsky. Et aujourd'hui, donc, Mika va nous parler de la revue Black Orpheus et de l'entreprise Dooley Bayer à Ibadan, en s'intéressant à l'angle plutôt de la sociabilité intellectuelle et artistique qui sont remarquables au Nigeria dans les années 60, qui, cette sociabilité, hérite et transforme le modèle francophone de présence africaine. Donc ça prolonge les réflexions aussi de l'auteur, et donc qui prolonge présence africaine et va le greffer dans le milieu littéraire local. Les ressorts de cette modernité africaine anglophone s'en distancient progressivement au point de la distance radicale affirmée par Wole Soyinka par rapport à la négritude. Il sera également question de la communauté artistique éclectique rassemblée autour de Bayer et portée par les pages de Black Orpheus. Par les plages de Black Orpheus. Merci. Merci beaucoup, Mika. Et tu m'indiques quand tu veux que je change les... Non, c'est bon. Ok. Merci Marie-Laure, merci Zaya pour avoir su nous agréger tous, et plutôt toutes, et bravo Morad pour ton endurance dans le groupe Prospective. Déjà, je suis très contente d'être dans le même panel que l'auteur et Marie-Laure, parce que vous avez devant vous, avec moi et l'auteur, un échantillonnage d'un projet qui avait été mené par les laboratoires d'Aubervilliers, Marion von Osten, l'INEHA avec Zaya et le HESS en 2011, qui s'appelait Architecture de la décolonisation, et qui entendait justement faire un repérage, un paysage des revues et des périodiques culturels et artistiques au moment de la décolonisation. Donc je poursuis peut-être ce long sillage avec l'auteur, avec Cédric Vincent et avec d'autres parmi vous, arrivé jusqu'à aujourd'hui où la compatibilité est d'autant plus forte que Présence africaine, en effet,
et le moment Black Orpheus sont intimement liés et sont si vous voulez, cruciaux pour deux aires linguistiques, l'ère francophone et l'ère anglophone. L'auteur a semé des pistes de la traduction en adversité, c'est comme ça que tu l'appelles, qui me semble extrêmement riche. Et que si on fait ce mouvement de télescopage historique, je commencerai ma présentation en 1948 avec 2 moments de citation, précisément au moment de l'anniversaire du centenaire de l'esclavage, de citations de Michel Leiris et de Jean-Paul Sartre, et il faut les citer à un moment donné dans la journée, autour justement de ce positionnement pour les entreprises culturelles revuistiques. Et ce n'est pas sans intérêt sur toute cette historiographie des revues qui commence quelque part avec présence africaine. Michel Leiris, dans le Musée Vivant, donc cette revue éditée par Madeleine Rousseau, bien avant les années 1940, si ma mémoire est bonne, dit « Attachés à d'autres systèmes de valeurs, nous sommes situés, quoi que nous fassions, de l'autre côté du mur, même si nous refusions toute complicité avec les exploiteurs, et serions par conséquent malvenus à jouer les directeurs de conscience ou les orientateurs, qu'on par un vieux pli de supériorité dont ces blancs, qui se posaient encore en maître absolu il n'y a pas si longtemps, n'arriveraient pas à se débarrasser. » Jean-Paul Sartre, 1948, en préface Orphée Noire, un autre syntagme qui sera repris à satiété quelque part dans les années 50 et 60, pour l'anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache en langue française, éditée par Léopold Sédar Senghor. Je cite « À chaque époque, sa poésie. À chaque époque, les circonstances de l'histoire élisent une nation, une race, une classe pour reprendre le flambeau, en créant des situations qui ne peuvent s'exprimer ou se dépasser que par la poésie. » Black Orpheus est quelque part cette situation de transition, et je joue sur les mots parce que Black Orpheus est déjà de l'autre côté du mur par rapport à la transition de Rajat Neoji, fondée en 1961 à Kampala. Black Orpheus est un moment d'agrégation de force avec toutes les impuretés et les imperfectibilités qu'elle comprenne. Et elle est une agrégation de force à l'aune de la déclaration d'indépendance en 1960 du Nigeria, de ses relations très complexes et de longue durée avec le Commonwealth, et bien sûr avant la guerre civile qui commencera en 1967. La revue deviendra dès 1957 un épicentre de forces littéraires et artistiques à travers des situations, comme je les appelle, de sociabilité culturelle et d'économie éditoriale qui restent pour le Nigeria des années 50 et 60 vraiment remarquables. Elle est donc symptomatique de cette effervescence et ma présentation, en contrepoint de la présentation de l'auteur, restera une présentation très factuelle pour étayer quelque part ces implications théoriques que l'auteur a émaillées. Donc ce caractère du Black Orpheus d'effervescence ou de sociabilité dans le milieu intellectuel de l'Afrique de l'Ouest dans les années 50-60 est intéressant à plusieurs titres. Parce que Black Orpheus est d'abord un laboratoire littéraire dédié à la promotion de la création africaine anglophone et francophone. Elle est une plateforme de monstration des pratiques plastiques locales et régionales, ancrée à la fois dans cet héritage de la tradition, qui sera déclaré comme tel par Uli Bayer, et dans les productions contemporaines nigériennes. Et enfin, elle est un terrain foncièrement international, ouvert à des trajectoires connectées, à l'aune des circulations transnationales, et déjà très en amont par rapport à ce que la tricontinentale, la revue tricontinentale ou les revues transnationales et déclarées comme telles se pensaient. Et elle est pensée comme telle dès le départ, dès ce moment de fondation. Et de ce point de vue, Black Orpheus est prise dans l'ambivalence d'un double mouvement qui, d'un côté, regarde et reste très redevable au ressort d'émancipation culturelle de la négritude, et de l'autre côté, s'en dessaisit dans et à travers l'affirmation des identités littéraires locales et hautement critiques.
Il n'est pas sans intérêt d'ailleurs de remarquer que c'est ce deuxième mouvement qui prendra le pas dans les étapes tardives de la vie des revues africaines et notamment dans Black Orpheus et Transition, puisque pour Black Orpheus, ce sont les écrivains issus des territoires africains qui prendront les manettes de la revue, notamment Abiola Irele et John Pepper Clark, et pour Transition, la création de Rajat Neoji, à Kampala, c'est Wole Soyinka lui-même qui deviendra éditeur en chef après la fin de la première vie de la revue Transition. Peter Benson l'a déjà montré dans une étude d'autorité sur Black Orpheus, Black Orpheus Transition and Modern Cultural Awakening in Africa, publiée en 1986 par l'Université de Californie et restée l'étude phare. En 1957, Uli Bayer positionne d'emblée la création de sa revue dans une dynamique de l'échange où la littérature constitue le levier légitime. Et je cite Uli Bayer dans l'éditorial de Black Orpheus, premier numéro, septembre 1957. Marie-Laure, peut-être passer en revue les images, elles sont plutôt pas déconnectées de mon texte, mais très illustratives. Donc vous avez là un premier échantillonnage, un trombinoscope avec Uli Bayer, Georgina Betts Bayer, sa deuxième femme, Jan Heinz Jahn, Susanne Wenger, Uli Bayer dans une situation au club Mbari et Wole Soyinka sur un Mbari club à Ibadan. Donc je reviens à l'éditorial de Uli Bayer en 1957. Black Orpheus essaie de casser les barrières du langage tout en introduisant des écrivains de territoire en traduction. Black Orpheus publiera également les créations des écrivains afro-américains parce que la plupart d'entre eux sont pris dans des situations sociales et culturelles similaires et leurs écrits sont hautement relevants pour les Africains. Malgré le fait que l'intention première de ce journal est d'encourager et débattre la littérature africaine contemporaine, nous n'oublierons pas les grandes traditions de la littérature orale des tribus africains. C'est sur l'héritage du passé que la littérature du futur doit se fonder. Donc ce premier numéro, les images suivantes, s'il te plaît Marie-Laure, et puis les suivantes, est relevant donc de cette oscillation entre le futur et le passé et pose les instruments de travail propres à Bayer et à ses confrères. L'image suivante, s'il te plaît, la traduction, et notamment la traduction des premiers poèmes Yoruba, Ijala par Adeboye et Babalola, la critique et l'essai littéraire, notamment le texte d'Uli Bayer, The Conflict of Cultures in West African Poetry, la création littéraire, avec des poèmes de Léopold Sédar Senghor, publication d'Amos Tutuola, qui est vraiment une première au Nigeria de la fin des années 50, puisque, souvenez-vous, L'ivrogne dans la brousse avait été publié en Grande-Bretagne par les éditions Faber dans tout début des années 50, traduit en français en 1953 par Raymond Queneau chez Gallimard et retrouve l'espace nigérien à travers Black Orpheus en 1957 et Gabriel Okara. Le reportage, notamment le compte-rendu de Jan Heinz Jahn pour le Congrès mondial d'artistes noirs organisé à Paris en 1956 par Présence africaine. Et enfin, c'est très intéressant, l'art qui sera aussi une force d'agrégation à travers les pages de Black Orpheus. Dans un premier temps avec Susanne Wenger, étudiante des arts décoratifs à Vienne et devenue grande prêtresse en terre Yoruba, Georgina Bayer et toute la constellation d'artistes nigériens formés d'ailleurs dans les viviers des Mbari Club. Je reviendrai un peu plus tard. La suivante. Les enjeux littéraires resteront le fil tendu qui innerve le parcours éditorial de Black Orpheus. C'est un parcours essentiellement éclectique et connecté à la réalité littéraire contemporaine. Black Orpheus a servi de plateforme littéraire parallèle aux publications universitaires locales et régionales et de surcroît est une plateforme pionnière à Ibadan. À la fin des années 50, seul The Horn
une revue littéraire éditée par John Pepper Clark dans le département d'anglais de l'université de Ibadan, et Pen Point, édité par Peter Nazareth et Ngujin Wankiongo au département d'anglais de l'université de Makerere à Kampala, pouvaient réclamer le statut de bulletin littéraire. C'est plutôt la Nigeria Magazine qui va reprendre sur le modèle de Black Orpheus un supplément littéraire intégré dans le cadre de sa revue. Entre 1957 et 1967, Black Orpheus publiera avec persévérance les œuvres de Christopher Okigbo, Rabé Arivello, Aimé Césaire, Alex Laguma, John Pepper Clark, Léon Damas, Lenry Peters, Kamarale, Dura Ladipo, Mongo Betty, Wole Soyinka et Ezekiel Mfalele. Et donc ça montre, si vous voulez, les plages, comme disait Lotte tout ailleurs par un bon lapsus, les plages littéraires qui sont couvertes par Black Orpheus. Les suivantes, s'il te plaît. Encore, tu peux y aller. Vous avez un échantillonnage de ces couvertures dessinées par Susanne Wenger, ensuite, et par Georgina Betts, qui font, si vous voulez, la marchandisation de Black Orpheus par la suite, parce qu'elle était devenue un objet visuel absolument remarquable. Ensuite, c'est bon. Avec Jan Heinz Jan et Gerald Moore, Uli Bayer forme une équipe d'impresarios alertes, de pédagogues, puisque la plupart d'entre eux enseignaient dans le département extramural, c'est-à-dire tous ceux qui étaient relégués aux marges de l'université d'Ibadan, et de critiques littéraires, érudits. Il est utile de rappeler qu'en 1954, Jan Heinz Jan est l'éditeur d'une anthologie de poésie africaine intitulée éloquemment Schwarzer Orpheus. Il sera un compilateur infatigable d'anthologies et de bibliographies de la création africaine, avec des sélections opérées dans la région subsaharienne. Jan était d'ailleurs un véhicule actif dans un réseau intellectuel et international, à la fois à travers son travail éditorial et de médiation. Il est pris, bien sûr, dans la connexion élargie avec le milieu universitaire éditorial allemand, et au-delà de celui-ci, dans le milieu des traducteurs et des libraires à l'international. Parmi le réseau de Black Orpheus, vous trouverez la librairie de la traductrice Christina Brambilla à Milan, Uffe Harden à Copenhague, Liliane Kestlot, qui était à l'époque installée à Abidjan et qui était la correspondante de la revue camerounaise Abia, Bert Litfors à Austin, en Texas, et qui allait devenir le fondateur des Archives of African Literature, et en France, P.J. Oswald, installé à l'époque à Honfleur. La suivante, Gerald Moore, l'autre impresario fantastique extraordinaire à côté de Bayer, sera quant à lui le compagnon de route dans la diffusion de la poésie africaine moderne, notamment avec une compilation qui ferait date et qui sera rééditée depuis 1963, Modern African Poetry. C'est d'ailleurs sur le territoire de la littérature que se jouent les mises sociales et politiques des littératures indépendantes africaines. La tension linguistique reflétée par les exégètes de la littérature africaine elle était localisée dans cette faute tragique de la modernité littéraire qui devait écrire dans une langue qui restait structurellement la langue de l'autre, la langue du maître, la langue du colonisateur. La traduction n'était vue que comme une panacée imparfaite, incapable de restituer la substance des langues natives. À cette déchirure fondamentale s'ajoutent des différences intrinsèques qui étaient maintenues dans Black Orpheus entre l'anglais et le français et la traduction de ces productions. Il s'agissait d'une opérabilité littéraire complètement différente. Le français était perçu non seulement comme langue d'assimilation, mais aussi comme un contre-langage ayant rendu possible la littérature de la négritude. L'anglais, en revanche, s'était doté avec le temps de spécificités locales d'usage qui ont permis des coloratures expressives et notamment la possibilité de développer des pidgins hautement originaux. L'intérêt pour cette tradition littéraire locale passe dans cette hétérogénéité de Black Orpheus, non seulement par la publication des écrivains qui composent en langue native et retraduisent leurs textes, et on a le cas symptomatique de Kofi Aonor pour Ghana, plus tard de Mazizi Kunele pour la poésie zoulou, mais par une analyse extensive de la culture yoruba.
Et c'est seul Black Orpheus, si vous voulez, je pense que j'ai une image quelque part, vautrée, et c'est bon là. Et c'est quelque part Black Orpheus qui réalise cette polyphonie imparfaite, cette synthèse polyphonique entre la redécouverte de la culture contemporaine Yoruba et la restitution dans ces pages de la même plateforme des voix engagées, de voix poétiques et politiques extrêmement fortes. Vous avez dans un des numéros de Black Orpheus les poésies de Agostinho Neto et de toute la bande autour du mouvement populaire pour la libération d'Angola, de Christopher Ogigbo, qui décédera dans la guerre de Biafra, des activistes cubains comme Nicolas Guillen, Alex Laguma pour le mouvement contre l'apartheid ou Marcelino Arozarena. Ces dynamiques et ces réseaux parallèles qui traversent déjà de manière transnationale avant la lettre la revue Black Orpheus, 5 minutes, je reviendrai donc sur ces brassages et ces différentes échelles de réseaux, parce que les revues sont intéressantes de ces hiérarchies bizarres, étranges, hybrides entre différents réseaux. Et ces réseaux parallèles au sein de Black Orpheus sont le réseau d'une diffusion et d'une économie très élargie à travers les libraires et les traducteurs que j'évoquais tout à l'heure, les festivals, puisque Uli Bayer est présent quasiment dans tous les festivals africains, à Dakar en 66, à Alger en 69, les congrès d'écrivains, le congrès d'écrivains noirs à Kampala en 1962, les réseaux transnationaux du Commonwealth, qu'il met à profit d'ailleurs, et notamment le réseau privilégié qu'il entretient avec le Transcription Center de Londres, fondé par Dennis Durden dans les années 60, et qui fournissait, si vous voulez, des retranscriptions d'interviews avec les artistes et les écrivains nigériens pour être retransmis dans le Nigeria Broadcasting System, le réseau nigérien lui-même, qui était polarisé à l'époque entre le centre d'exposition Marina de Lagos, la revue Nigeria Magazine et le micro-réseau fondé par Bayer lui-même à travers les clubs, ces micro-forums avant la lettre aussi, les clubs Mbari, donc les clubs de création à Ibadan, à Oshogbo et à Enugu. Un numéro de 62 de Nigeria Magazine décrivait l'espace des Mbari Club avec un patio central, décoration murale abstraite, jouxtant un resto libanais, doté d'une librairie africana et d'un petit espace d'exposition où toute la génération d'artistes nigériens, issus d'ailleurs de ces écoles informelles fondées par Uli Bayer, par Georgina Betts, à l'image d'autres écoles expérimentales, notamment au Mozambique, fondées par Julian Beinart, donneront ces créations formidables du club de Chokbo, du club d'Enugu, d'Ibadan, d'artistes qui allaient devenir des stars du marché international, en contrepoint aux écoles de Poto-Poto ou d'Elisabethville, qui étaient des créations pour le tourisme culturel. Donc il est très intéressant de voir comment ces artistes issus de ce brassage expérimental des Mbari Club seront diffusés à travers les Mbari Publications. Et vous avez ici quelques échantillons de ces rapports très intéressants entre la littérature et l'illustration qui deviendront les vitrines de monstration des artistes Mbari. Et Marie-Laure, juste passer vite en quelques productions des publications Mbari soutenues par, voilà, c'est bon, ce sont des addendas. Je finis là. Cette atmosphère des Mbari Club était une atmosphère de healthy disrespect, qui était donc fondée à la fois sur le modèle des ateliers expérimentaux d'architecture au Mozambique, et de l'autre côté, sur le modèle des coopératives intellectuelles à Ibadan, la culture populaire de Ocean Boys et les structures universitaires parallèles. Cette informalité et cette dynamique cosmopolite prend fin en 1967, pour deux raisons, et je finirai par ceci. Bien sûr, la guerre civile qui va scinder la société nigérienne, et ensuite parce qu'il y a un scandale autour d'une autre revue qui s'appelle Encounter,
et qui était une revue dont le financement provenait du Central Intelligence Agency, du CIA, à travers le Congrès pour la liberté culturelle, Congress for Cultural Freedom, et d'ailleurs qui était le grand financeur avec la Fairfield Foundation de toutes les productions revuistiques en Afrique noire qui s'opposaient justement à l'autre très intéressant soutien de l'Union soviétique à l'époque, d'autres manifestations ou productions revuistiques. Donc, quelque part, l'imperfectibilité des produits culturels tels que la revue tenait aussi dans ces formes de production et d'économie parallèles et qui pouvaient coexister au sein même d'un produit complètement imperfectible comme Black Orpheus. Voilà, merci. Merci beaucoup à toutes les deux pour ces présentations très riches. On sent qu'on aurait pu vous écouter pendant des heures, mais malheureusement, on a évidemment toujours le timing. Peut-être je voudrais poser une question et après, on vous donnera le micro. C'était intéressant, en fait, Mika, que tu cites en ouverture Léris, où il dit qu'il ne veut pas jouer les orientateurs. Et toi, dans ta présentation, tu parles justement quelle était la place en fait de l'ERIS dans le comité de patronage en fait de présence africaine. T'as pas trop parlé tu n'as pas pu vraiment approfondir cette question. Mais du coup, je me demandais par rapport à ça, comme t'as pas évoqué peut-être le contenu en fait des pages de présence africaine, quels sont les auteurs finalement, les contributeurs, quelle était peut-être l'influence de l'ERIS ou pas sur le choix des auteurs qui faisaient partie de présence africaine? Est-ce que la place de l'ethnographie était importante ou pas au sein de ces pages? J'aurais aussi aimé si tu pouvais nous évoquer rapidement en fait quels étaient les artistes qui étaient présents, parce que c'est intéressant, dans Black Orpheus, on voit c'est quand même et aussi beaucoup des artistes femmes aussi, donc tu as soulevé cette question de la place des femmes qui étaient absentes du congrès des écrivains, mais du coup, quelle est la place des femmes aussi dans présence africaine? Est-ce que, par exemple aussi dans Black Orpheus, est-ce que les femmes sont présentes uniquement via leur pratique artistique d'art visuel, ou est-ce qu'il y a aussi des femmes écrivaines qui font partie de la revue? Voilà, c'est un peu une question concernant aussi le contenu. Et puis peut-être pour présence africaine, tu l'as dit, pour Black Orpheus, il y a une identité visuelle assez forte qui se crée avec ces couvertures qui sont faites par Suzanne Wenger, par Georgina Beyer. Mais est-ce que c'est le cas ou pas du tout pour présence africaine? Moi, j'ai le sentiment que pour présence africaine, on est vraiment plus face à une revue clairement littéraire, mais peut-être je me trompe. Donc, est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur ces questions-là? Et puis, oui, Mika, si tu peux compléter aussi sur ça. J'espère que c'est un peu des vastes questions. J'ouvre plein de points, mais c'était voilà des questions qui m'intéressent aussi. Voilà, merci. Alors déjà, je trouvais ça génial que toi tu parles du musée vivant de Madeleine Rousseau et notamment de ce texte de Michel Léris là-dedans, parce qu'il se trouve que c'est ce numéro sur le centenaire de l'abolition de l'esclavage est un numéro où justement qui fonctionne de manière très forte dans cette idée de la contestation de l'histoire de la domination, alors en ce cas de l'esclavage, par un discours culturel. Alors sur la couverture, il y a d'un côté, alors il y a ces deux dates, 1848 et 1948, et puis il y a l'opposition entre, alors ça dit esclavage d'un côté, ou l'abolition de l'esclavage d'un côté, et évidence de la culture noire d'un autre côté. Et il y a alors le fonctionnement dans la construction, et là pour le coup c'est très très proche de présence africaine, et c'est assez évident que les échanges à ce moment-là sont extrêmement denses. Fonctionne de cette manière. D'ailleurs, la figure clé de ce numéro, c'est Cheikh Anta Diop, qui est l'une des figures centrales
publiés par Présence africaine pendant ce temps-là. Alors j'ai un tout petit peu dit, quand on regarde le premier numéro de Présence africaine, il y a quelque chose qui est très intéressant dans la coexistence de ce comité de patronage avec le comité éditorial. Parce qu'il se trouve que dans le comité éditorial, on trouve principalement des écrivains africains, pour la plupart subsahariens, mais pas que, réunis à Paris à ce moment-là, qui vont très fortement changer des... Alors, en fait, Présence africaine, et c'est ça ce que j'ai essayé de dire à un moment donné, n'est pas du tout qu'une revue littéraire. Alors, c'est clair que la littérature, dans la réinvention d'un langage pour ce continent, joue un rôle énorme, mais c'est une revue qui se propose vraiment de repenser une société à partir d'un point qu'elle pense justement pas comme zéro, mais comme un point qui est tout le temps en négociation avec une situation de domination qui est transformée dans une situation d'émancipation. Et toutes ces contradictions-là passent, alors d'un côté par le langage, passe beaucoup par la question de fonder des institutions, quelles institutions, avec qui on va collaborer, avec le fait que pas mal de ces écrivains de ce moment-là deviennent par la suite les figures qui, soit dans le monde politique, soit en tant que figures intellectuelles, vont forger le devenir des pays indépendants. Alors vont devenir présidents, ministres, enseignants, universitaires, tout ça. Et ce qui est remarquable, c'est en fait la mollesse du positionnement sur les arts visuels là-dedans. Et ça m'a toujours... Je trouve que c'est... alors je pense que ça a en partie sa source justement dans le fait de vouloir être un forum d'échange sur des possibles voies qui n'est pas encore définie. Et après, c'est aussi une sorte de retention d'une proposition qui chercherait aussi des langages qui sont mutuellement exclusifs, comme on va les trouver dans des positions beaucoup plus tranchées, comme dans Souffle par la suite, dont on va parler, c'est Kenza tout à l'heure. Donc, pour revenir à cette question du comité de patronage et du comité éditorial, c'est un processus extrêmement compliqué entre des vraies collaborations, des choix stratégiques qui font que Présence africaine est aussi protégée par la présence de ces intellectuels de renom à un moment où elle est constamment menacée par l'État français pour se faire saisir, interdire. Alors, elle est dans une situation où sa pérennité n'est pas du tout assurée, et le fait de s'associer à des personnes comme Griaule, comme Léris, mais aussi d'être très proche à des modèles référents comme les temps modernes, qui, même visuellement pour Présence africaine, restent pendant très longtemps une référence implicite très forte. Et important. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur des numéros, on ne va pas trouver des conflits. Alors, il y a par exemple, dans le premier numéro, une contribution de lettre à un ami africain, pourquoi je ne l'ai pas sur moi. Alors, comment ça, c'est pas justement, c'est pas les temps modernes, c'est une revue humaniste de ce moment. Ça va me revenir. Non, mais c'est proche de ça. Oui, voilà. Il s'appelle comment? Mounier, c'est ça? Emmanuel. Voilà, qui contribue au premier numéro et qui contribue avec une telle condescendance qu'il l'imprime au premier numéro. Alors, Présence africaine accepte la présence de ce texte pour 6 numéros après le défoncer totalement, quoi. Alors, il y a vraiment une position où il va clairement, où Alioune Diop va très clairement répondre à Emmanuel Mounier sur ce texte. Et ce genre de débat, alors ce genre de négociation
constant dans les emprunts, mais aussi dans la distribution des ressources qu'ont les uns et les autres, et dans le fait de devoir faire avec une situation qui est loin d'être égalitaire. Pour les femmes, il y a beaucoup plus d'écrivaines que de plasticiennes qui sont présentes dans Présence. En règle générale, alors c'est le premier numéro dédié à des questions de la femme en Afrique. Alors on n'est pas du tout sur des questions de féminisme, mais c'est commencer à avoir une sorte de conscience de ça. Il me semble que c'est en 74. Alors du coup, bien 30 ans après l'existence de la revue. C'est clair pour la présence des artistes femmes, des écrivains femmes. Black Orpheus est principalement l'artiste visuel femme qui sont très présentes. Vous avez 2 ou 3 poétesses, mais sans aucun intérêt dans Black Orpheus. Vous avez Noémie de Souza, qui est de langue portugaise, mais c'est résiduel dans Black Orpheus. Mais par contre, la présence et presque l'activité de Georgina Bayer est vraiment remarquable pour Black Orpheus, et de Susanna Wenger aussi, et c'est peut-être le pont qui se tisse avec une certaine forme d'ethnologie qui se met en place. Même si Bayer a été très contesté par les lecteurs de première date de Frobenius sur ses interprétations de la culture yoruba, Jan Heintian, pareil, très contesté pour son livre Muntu de 58, on voit bien que le rapport avec la culture et la création yoruba contemporaine est très fort chez Bayer, qui fait un repérage, qui devient la voix autorisée dans les revues nigériennes. Et puis ensuite, avec cette transfiguration de Susanna Wenger, qui, artiste occidentale, s'immerge à ce point dans la culture yoruba qu'elle deviendra grande prêtresse, qu'elle deviendra bien sûr la protectrice des sanctuaires du Osun. Donc, et tandis que Georgina Bayer mettra sur pied véritablement ses ateliers à Oshogbo, dans le Mbari Club, avec Duro Ladipo, donc dans une autonomie et dans une perspective expérimentale formidable, qui d'ailleurs a été, c'est drôle, contestée par les artistes issus de cette même école Oshogbo. Donc c'est une dynamique des arts plastiques beaucoup plus forte et beaucoup plus revendiquée par l'entreprise de Bayer que pour Présence africaine. Et ensuite, la référence elle-même à l'Orphée Noir est très diluée dans Black Orpheus. Bien sûr, il faut montrer la patte légitime pour s'installer dans cette filiation qui est réelle, mais son départ de ce sillage est rapide. Merci toutes les deux pour ces précisions. Est-ce que, voilà, je vois des mains qui se lèvent, Devika, si tu veux poser une question. Mika, je voulais te demander si tu pouvais nous parler de la position privilégiée d'Uli Bayer. Je sais qu'il est aussi collectionneur. Il a une mobilité, je ne sais pas s'il est à ce workshop, mais tu nous as parlé, donc là ce serait au Mozambique, tu nous as parlé évidemment du Nigeria, de l'Ouganda. Donc il a une mobilité à travers le continent, un réseau international qui, je l'imagine, n'est sans doute pas partagé par nombre de ses contributeurs, qu'ils soient écrivains ou artistes. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu des tensions ? Ah oui. Alors la plus grande tension, c'est la tension avec Wole Soyinka, qui sera une tension émaillée sur l'ensemble de Black Orpheus. C'est d'ailleurs l'un des motifs du départ de Wole Soyinka de la première vie de Black Orpheus et son départ pour Transition, pour la deuxième vie de Transition. Il y a des conflits entre notamment les écrivains issus de Nigeria, Okigbo et Okare, qui contestent à cet expatrié la légitimité de pouvoir fonder et devenir la voix de Nigeria. Maintenant, c'est expatrié. Oui, il était expatrié Bayer.
Oui, tout à fait. Juive allemande qui passe par Palestine à la fin des années 40. Ensuite part à Londres. C'est un globe-trotter, Uli Bayer. Il arrive à Londres au début des années 1950. Il rencontre d'ailleurs cette communauté londonienne autour de Dennis Durden et ce qui deviendra le Transcription Center. Il s'installe, il passe par Paris. En 1956, on le trouve au congrès des écrivains noirs organisé par Présence africaine. Il prend un poste à Ibadan, à l'université d'Ibadan. Il s'installe, il fonde cette communauté. Et en 1967, on le voit repartir à la fois en Papouasie-Nouvelle-Guinée. À la fin de sa vie, il sera en Australie. Il fait des allers-retours à Bayreuth. À Bayreuth, dans les années 80, il fondera cette maison Ivaleva House avec un noyau de collection d'art africain formidable et qui sera drôle. En fait, si on reprend le modèle de l'université d'Ibadan et l'université de Bayreuth, l'autre contestera, mais Ivaleva House, c'est vraiment le fervent de l'université de Bayreuth, j'imagine. Pour nous, je crois, l'université de Bayreuth, c'est un endroit très, très bizarre, dans l'une des villes les plus conservatrices qu'on puisse imaginer en Allemagne, comme vous le savez bien, au lieu des Wagneriens. Et dans cette université, je crois qu'il y a 9000 étudiants dans des métiers techniques et genre 500 dans des humanités. Et il se trouve que à cause de cette histoire de Uli Bayer, c'est la ville en Allemagne avec la plus grande bibliothèque africaine. On trouve des choses qu'on ne trouve pas à Paris, par exemple, et avec un nombre de bourses invraisemblable qui fait qu'il y a plein de gens de plein de pays africains qui font leur thèse, leur post-doctorat. Alors du coup, c'est vraiment particulier comme... Et c'est en 81 qu'il met sur pied cette Ivaleva House comme une sorte de grande extension d'un Barry Club à Bayreuth. Et c'est aussi un noyau de collection d'art africain contemporain. Et d'ailleurs, il lègue ses archives à Ivaleva House à Bayreuth. Sur les archives c'est l'ami Pierre-Nicolas Bounakov qui a récemment écrit sur la estate de Uli Bayer à Ivaleva House avec un fonds de 60 000 prises de vue et des archives. Donc il faut savoir qu'il y a une partie des archives de Uli Bayer qui se trouve à Ivaleva House à Bayreuth, une autre partie à l'université de Sydney en Australie. Donc il est vraiment cosmopolite formidable. D'ailleurs, ce profil cosmopolite lui attire les inimitiés de beaucoup. D'ailleurs. Et même cette relation compliquée qu'il entretient avec le Congrès pour la liberté culturelle, Congress for Cultural Freedom, c'est un rapport très ambigu. Est-ce qu'il est pris justement dans la dynamique des grandes fondations de financement des revues en continent africain, Rockefeller et Fairfield, qui financeront en partie les publications Barry. Donc mais ce scandale ne surviendra qu'après 1967-68. Et en effet, il est un grand collectionneur. Une partie de sa collection avait été exposée au Musée de l'Homme dans les années 60 à Paris. Et c'est une collection qui circulera à Prague dans cet autre homologue de Ivaleva House à Prague qui s'appelle Neprska Museum. C'est un truc très afro-africain. Voilà. Kenza. Bonjour. Alors j'ai une question pour chacune d'entre vous. À un moment, tu as parlé d'une phase humaniste de présence africaine suivie d'une hégémonie tiers-mondiste. Est-ce que tu opposes les deux ? Est-ce que tu pourrais développer sur ce point ? Et Mika, est-ce que le fait de tisser des liens internationaux pour faire connaître la revue, pour faire connaître la démarche de Black Orpheus, c'est une façon aussi
de l'ancrer en légitimité, et quel a été le travail peut-être à destination du public, du lectorat sur place, voilà, est-ce qu'il y a une réflexion sur la langue, sur peut-être les réseaux de circulation des écrits, voilà, dans cette société. Merci Kenza. Alors, oui, je pense qu'il y a clairement une sorte de rupture dans les périodisations, dans les phases de présence africaine. Ça ne veut pas dire que la ligne humaniste va disparaître, mais ça veut dire que la base du discours et les référents avec qui le dialogue est entamé vont foncièrement se déplacer. Et ça, je crois, on ne peut le comprendre que si on voit cette situation. Alors la revue est fondée en 1947 à Paris, donc dans une situation où ça ne fait pas encore super longtemps qu'il y a des intellectuels africains qui mènent leurs études là. Alors c'est un tout petit groupe. On est vraiment dans une phase de transformation qui va progressivement aller vers les indépendances. Et c'est à ce moment-là, et dans la seconde partie des années 50, où avec l'avènement de la guerre froide, mais aussi avec ce qui se dessine progressivement dans les non-alignés, dans d'autres voies possibles, le dialogue se déplace d'une sorte de transformation d'un discours d'altérité dans un discours de soi, ce que j'ai essayé de montrer avec l'échange entre Griot, l'Éris et l'appropriation par présence africaine, vers des alliances qui sont beaucoup plus tiers-mondistes et qui, pour le coup, vont beaucoup moins se fonder dans une idée qui pourrait être ancrée dans le musée de l'homme, d'une unité de l'humanité dans sa différence. Alors toute cette partie qui est très forte dans Frobenius, venant du romantisme allemand finalement, et qui se prolonge dans des positions comme celle de Senghor, alors un différentialisme qui en même temps, différentialisme culturel qui en même temps prône une idée unitaire de l'humanité, et qui là va beaucoup plus vers des termes de prise de position politique, qui va chercher les lignes de friction et les alliances, moins dans cette idée d'une humanité partagée que dans des alliances politiques du moment, qui peuvent de manière beaucoup plus rapide changer avec un congrès, changer oui, voilà, avec des moments comme ça. Et bon, c'est des moments de rupture, comme dans le cadre français, le fait que Césaire quitte le Parti communiste français, c'est certainement l'un de ces moments où justement un discours qui serait en partage, ensemble, une ligne combative, va être fissuré par une nécessité de nommer des discriminations au sein même d'un projet de gauche ou d'un projet communiste qui vont nécessiter d'autres alliances. Quant à Black Orpheus, il y a plusieurs échelles. Il y a plusieurs échelles d'adressabilité, si vous voulez. La première, c'est une adressabilité métaphorique positionnée par Bayer. C'est la toile d'araignée. Il reprend une sorte de mythe yoruba de spider web, et c'est ce spider web qui devrait embrasser tout le monde. Le deuxième niveau d'adressabilité, il est mis en place à travers les forums Mbari Club. D'un côté, à Ibadan, il est clair, pour un public cultivé, issu du milieu universitaire. Sur un autre niveau, à Oshogbo, par Doro Ladipo, donc dramaturge et compositeur, et Susanna Wenger, qui le diffuse justement à la population locale. Mbari d'Oshogbo est un atelier ouvert à tous et pour tous. Un autre niveau d'adressabilité, c'est le réseau
international de Black Orpheus qui est très ciblé et qui est intéressant de ce point de vue. C'est un réseau de la résistance. Le fait qu'il soit distribué à la librairie de Samuel Allen à New York n'est pas sans hasard, puisque Samuel Allen est un promoteur des littératures africaines aux États-Unis. Pareil, le fait qu'il soit diffusé par Bent Lintford à Austin, c'est dans un réseau très localisé. À Paris, il est diffusé par Maspero, dans la librairie La Joie de lire. Donc il est clair qu'il s'installe, il choisit son public. À Copenhague, c'est Mundsgaard. Donc c'est un réseau qu'il connaît, c'est un réseau très fléché de libraires, d'éditeurs engagés, et comme le disait l'auteur, déjà dans une optique non alignée, tricontinentale, assumée. Donc il connaît très bien les différents publics. Merci beaucoup. D'accord. Voilà, c'est ce que je voulais annoncer. Donc,